Alors, écoutez, bienvenue à tous sur l'atelier webinaire de Ginkgo. Comment l'alimentation peut vous aider à supporter l'hormonothérapie. Il va être présenté par Marine, qui est future diplômée diététicienne, qui est en stage chez Ginkgo pour 1 mois. Pour vous présenter brièvement Ginkgo, c'est un accompagnement individuel. Pardon. C'est un accompagnement individualisé d'une personne touchée par le cancer, avec qui une infirmière coordinatrice, telle que moi ou ma collègue Sophie ou Amélie, construit un parcours de soins, de support personnalisé à ses besoins. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site ginkgo.fr et là, vous pouvez prendre rendez-vous avec une infirmière qui vous expliquera tout le fonctionnement de Ginkgo et des parcours de façon bienveillante et gratuite. Et en prime, vous pouvez avoir des conseils et des réponses à des questions qui vous turlupinent. Voilà. Donc, un peu précis sur le médical et tout ça qui vous importune sur le moment, enfin, en ce moment. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir prendre rendez-vous avec nous. Et je pense que vous pouvez couper vos micros. Comme ça, il n'y a pas d'interférence pour la présentation de Marine. Voilà. Et je voulais aussi vous dire que vous avez le petit chat. Donc, si toutefois vous avez des questions qui viennent pendant la présentation, marquez-les, vous les tapez et à ce moment-là, on aura après la présentation un temps réservé pour discuter avec vous et de toutes vos questions. Après, s'il y en a des pertinentes, à ce moment-là, je couperai peut-être Marine pour que, inopinément, on puisse passer un petit peu de temps là-dessus, mais sinon, on y reviendra de toute façon. Et pour éviter qu'elle s'échappe de votre esprit, surtout notez-les. N'hésitez pas. Bon, je pense qu'on va pouvoir laisser la parole à Marine. Eh ben, merci beaucoup encore une fois de participer à ce webinaire. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question: comment l'alimentation peut vous aider à supporter l'hormonothérapie? Alors déjà, en fait, je pense qu'il est quand même important de... Ah, alors attendez, ça ne marche pas dans le... Échapper... Voilà, pardon, je pense que c'est comme ça. De rappeler qu'est-ce que c'est que l'hormonothérapie. Alors, l'idée, en fait, ici, c'est que l'hormonothérapie, c'est un traitement qui est anti-hormonal. L'objectif, c'est de bloquer l'effet stimulant des hormones sur les cellules cancéreuses quand on a un cancer qui est hormonodépendant, c'est-à-dire un cancer dans lequel, eh bien, en fait, certaines hormones, notamment la testostérone chez les hommes et les estrogènes chez les femmes, vont avoir tendance à se fixer sur les cellules cancéreuses et à favoriser leur prolifération. Donc, l'objectif de ce traitement, c'est tout simplement de réduire le risque de rechute locale ou à distance, mais surtout d'augmenter la survie à long terme. Et comment concrètement, en fait, le traitement s'opère? Eh bien, on va stopper l'action des hormones au niveau des tumeurs, donc on va vraiment inhiber ces récepteurs, ou alors tout simplement, on va bloquer la synthèse de ces hormones que sont les œstrogènes et la testostérone. Mais ces hormones, en fait, ils jouent en fait un rôle physiologique dans le corps. Et voilà, c'est pour ça qu'ils sont présents, parce qu'ils ont un rôle. Ces hormones, elles vont permettre d'assurer la santé des os, elles vont assurer la santé cardiovasculaire, elles vont jouer un rôle aussi dans le système reproductif, elles vont jouer un rôle dans le cycle féminin, la libido, elles vont assurer un bon métabolisme des lipides, on le verra tout à l'heure, elles ont une action anti-inflammatoire et puis elles vont réguler l'humeur et aussi réguler la fonction cognitive. Donc, comme dans tout traitement, il y a des effets secondaires et ces effets secondaires sont liés justement à ces rôles physiologiques qui peuvent être chamboulés ou remis en question du fait qu'on n'a plus ces hormones finalement dans le corps. Alors, les effets secondaires de l'hormonothérapie, donc les effets qu'on va répertorier ici, ce sont les effets sur lesquels on a des petits tips diététiques à mettre en place pour les soulager. Mais ce qu'il faut savoir, ce sont ces effets, ils ne sont pas tous présents chez les personnes qui vont avoir une hormonothérapie, et puis surtout, ils ne sont pas tous présents à la même intensité. Certains seront plus ou moins ressentis. Dans ces effets, on a les bouffées de chaleur,
On a des troubles du sommeil, une fatigue aussi qui est souvent reconnue par les patients. On a un potentiel risque de prendre du poids. On a des douleurs articulaires avec un risque d'ostéoporose aussi. On a une hypercholestérolémie qui peut aussi être induite. Et puis, enfin, on va trouver qu'on a des troubles cognitifs et des troubles aussi de l'humeur. Donc, on va reprendre chacun de ces effets secondaires. On va essayer de tenter de les expliquer. Et puis, on va voir, en fait, quels sont les 2-3 tips qu'on peut mettre en place pour essayer de les soulager, de les atténuer. Les bouffées de chaleur. Alors, les bouffées de chaleur, comment ça se passe et quelles sont en fait ces manifestations? Déjà, elles sont présentes chez 30 à 40% des patients. Donc, c'est quand même un effet secondaire qui est souvent commun aux patients sous hormonothérapie. Elles viennent d'où? Elles viennent en fait de troubles de la circulation sanguine qui va entraîner une incapacité du corps à maintenir la température du corps à 37 degrés. Donc, on va avoir en fait des variations de température qui vont induire du coup des rougeurs, qui vont induire des sueurs et ces fameuses bouffées de chaleur. Et puis, on va souvent constater qu'elles apparaissent la nuit. Et souvent, quand elles apparaissent la nuit, elles vont avoir aussi des impacts sur le sommeil et puis entraîner des insomnies. Donc, face à ces bouffées de chaleur, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution pour les soulager? Déjà, forcément, on évite tous les aliments épicés qui font monter la température du corps. Donc, voilà, tout ce qui est épices, piments, ça, on arrête d'en prendre. On limite aussi tout ce qui est excitant, donc l'alcool, les cafés, le thé, les boissons aussi énergisantes. On s'hydrate, c'est très important de boire au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour, justement, d'autant plus qu'il va falloir compenser ces sueurs qui sont liées aux bouffées de chaleur. Et puis, on peut aussi décaler la prise du médicament. Ça, c'est vraiment à valider auprès de votre médecin, mais ça peut être intéressant. C'est-à-dire que si, par exemple, on a des bouffées de chaleur et qu'elles sont plutôt le soir, on prend plutôt le médicament le matin et vice-versa. Ces bouffées de chaleur aussi, elles sont souvent liées à des troubles de sommeil, des insomnies. Et donc, comment est-ce qu'on peut essayer de favoriser un bon sommeil sous hormonothérapie et puis en règle générale? Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dîner tôt, vers 19h, pour avoir un temps libre à la digestion avant de se coucher. Et puis, on va éviter, qu'est-ce qu'on met dans son assiette? Des repas qui sont soit trop copieux, donc difficiles à digérer, soit trop légers. Parce qu'on sait que la faim, ça crée un super stress dans l'organisme et que du coup, l'organisme, en fait, il va être stressé et il va, en fait, forcément, ça ne sera pas favorable à l'endormissement. Ensuite, dans l'assiette, quelques tips. Déjà, on va favoriser ce qu'on appelle un goûter qui va booster la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone qui va apporter la sérénité et qui, du coup, va favoriser en fin de journée, du coup, la relaxation, la sérénité et puis des conditions favorables à l'endormissement. Donc, pour cela, en fait, on va favoriser des goûters à faible indice glycémique parce que plus la glycémie augmente, moins la sérotonine peut être synthétisée. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir un index glycémique qui est bas? En fait, on va prendre une source de glucides. Donc, ça peut être un fruit, ça peut être par exemple du chocolat, ça peut être du pain, mais qu'on va du coup consommer avec soit une source de protéines, soit une matière grasse. Alors, ça veut dire quoi? Par exemple, si je prends du chocolat, je vais rajouter quelques amandes. Si je prends un fruit, je vais rajouter un yaourt. Si je prends par exemple du fromage, je peux mettre aussi du pain complet. Donc vraiment, ça, ce sont des goûters qui vont être favorables finalement à booster la sérotonine. On favorisera aussi un dîner qui est végétarien. Végétarien, ça veut dire que la source de protéines, elle est plutôt d'origine végétale, elle est apportée par les légumineuses. Donc ça peut être des lentilles, ça peut être des pois cassés, ça peut être des haricots rouges. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des études qui montrent que ces dîners végétariens, ils favorisent aussi la synthèse de la mélatonine. Et la mélatonine, elle va favoriser l'endormissement. Et puis, bien sûr, on limite les écrans qui sont excitants. Et puis, on se met dans des conditions plus favorables à l'endormissement. On médite, on lit, on écoute de la musique, on se relaxe et on se détend. La prise de poids. Alors, la prise de poids, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout une fatalité. Et puis, c'est un effet secondaire qui n'est pas reconnu chez toutes les personnes. Cette prise de poids, elle pourrait être liée à quoi? Il y a déjà une chose qui est assez importante à dire, c'est que on a vu tout à l'heure que les œstrogènes, ils vont jouer un rôle dans le métabolisme des lipides et donc de la matière grasse. Et en fait, on va se rendre compte que quand on n'a plus d'œstrogènes, donc quand on est sous hormonothérapie, on va avoir une nouvelle répartition de la masse grasse dans le corps.
C'est-à-dire qu'avant, quand on a des œstrogènes, les femmes ont tendance à prendre un peu de gras plutôt dans les hanches, dans les fesses, pour laisser la place dans le ventre à une fécondation. Et puis, quand on n'a plus d'œstrogène, et ben cette masse grasse, elle va être répartie différemment. Et puis, on va commencer à prendre un peu dans le ventre, mais à même niveau de masse grasse. Ce qui veut dire que, alors c'est pour ça que j'ai mis un petit bonhomme, parce que c'est souvent finalement la répartition qu'on va retrouver chez les hommes plus jeunes. Et du coup, quelque part, cette prise de poids, elle peut être confondue avec une nouvelle sensation de prise de ventre, mais même si on ne prend pas réellement du poids. Ensuite, on va se rendre compte que quand, on a vu tout à l'heure que les hormones, testostérone, œstrogène, elles ont un rôle dans le corps. Donc, elles vont faire bosser des cellules. Et les cellules, pour travailler, elles ont besoin d'énergie. Donc, si on a moins d'œstrogène et de testostérone, on a moins besoin de faire travailler certaines cellules et du coup, on a moins besoin d'énergie. Donc, si on reste avec le même niveau d'apport alimentaire, on a une petite tendance à prendre un peu de poids. Et puis enfin, d'autres facteurs qui peuvent expliquer aussi ce potentiel risque de prendre du poids, c'est tous les facteurs psychosociaux. C'est le fait qu'on peut être stressé parce qu'on manque de sommeil, parce qu'on a des nouvelles douleurs, parce qu'on est plus alerte finalement aux effets secondaires du traitement. On a de l'anxiété et puis du coup, on va essayer d'avoir en fait par l'alimentation un peu de réconfort. Donc, on aura tendance à consommer des produits un peu plus sucrés et réconfortants ou alors une alimentation qui sera plus liée aux émotions qu'une alimentation en fait qui sera plus équilibrée et du coup, peut-être un terrain favorable à une prise de poids. Alors, la prise de poids, comment on la limite? Donc, il n'y a pas de recette miracle. Ce qui est très important, c'est tout simplement d'avoir une assiette qui est équilibrée. L'assiette équilibrée, je pense qu'on la connaît tous par cœur, mais c'est bien en fait quand même de l'avoir en tête. Donc, c'est une assiette qui laisse la part belle aux légumes, qui prennent la moitié de l'assiette. Donc, beaucoup de légumes, la moitié de l'assiette, tout type de légumes. Parce que les légumes, ils apportent des fibres. Donc, les fibres, elles apportent la satiété, donc elles permettent aussi d'éviter une prise de poids. Ça apporte des vitamines qui sont des puissants antioxydants qui vont lutter contre le vieillissement des cellules et qui vont aussi répondre aux besoins de santé du corps et puis des minéraux aussi qui permettent finalement en fait à tout l'organisme de fonctionner de manière optimale. On a aussi un quart de l'assiette qui sera dédié aux protéines. Donc les sources de protéines, c'est des protéines animales, la viande, le poisson, les œufs, mais il y a aussi des protéines végétales, on en a parlé tout à l'heure, les légumes, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs. Et donc, les protéines, elles vont permettre finalement de constituer et de préserver la masse musculaire. Et puis, enfin, on a les féculents qui sont aussi très importants, qui ont la même part dans l'assiette que les protéines. Et les féculents, ils sont importants parce qu'ils apportent ce qu'on appelle des glucides complexes. Et le glucide complexe, concrètement, c'est le carburant des cellules. Et c'est très important. Souvent, on a tendance en fait à diaboliser les féculents en disant ils vont prendre du poids parce que c'est du sucre. Mais en fait, ça, c'était une idée reçue. Et en fait, c'est super important de les avoir toujours dans l'assiette à chaque repas parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils vont éviter des frustrations et puis ils vont éviter parfois des compulsions alimentaires parce que vraiment, ils sont un bon apport d'énergie qui va être libéré en fonction des besoins tout au long de la journée et ils sont très rassurants pour l'organisme. Et puis, bien sûr, on ajoute de l'eau, un fruit aussi qui est une source de vitamines, et puis des laitages, ça peut être du coup des yaourts, des fromages blancs, des skyrs et tout, du fromage. Donc, cette assiette équilibrée, c'est bien sûr un réflexe à mettre en place le plus tôt possible pour favoriser finalement à la fois préserver la santé optimale de l'organisme et puis aussi favoriser finalement d'éviter peut-être un risque de prendre du poids. L'ostéoporose, c'est aussi un autre effet secondaire. Alors, l'ostéoporose, ça va se manifester concrètement parce qu'en fait, on peut avoir une perte de masse musculaire qui peut être liée à l'âge aussi, mais qui peut être liée au fait d'être moins actif, d'être un peu plus sédentaire. Et puis, parce qu'on avait vu en introduction que les œstrogènes, ils vont avoir tendance justement à renouveler le tissu des os. Et du coup, il va renouveler le tissu des os et participer finalement à la force du squelette. Et bien, quand on n'a plus d'œstrogène, on a tendance justement à fragiliser le tissu osseux du cou, et du coup, on aura peut-être un risque d'ostéoporose qui peut être avéré. Alors, du coup, comment est-ce qu'on fait pour limiter l'ostéoporose? Premier objectif, c'est vraiment d'avoir un bon apport en vitamine D.
La vitamine D, elle est essentielle parce qu'en fait, elle permet de fixer le calcium que vous allez avoir par l'alimentation sur les os. S'il n'y a pas de vitamine D ou si vous n'avez pas un apport suffisant en vitamine D, ben le calcium, en fait, il aura tendance à être excrété et il jouera moins son rôle de fixation et de protection contre l'ostéoporose. La vitamine D, vous avez d'une part l'alimentation qui en apporte, il y en a dans les poissons gras, il y en a dans les jaunes d'œufs, il y en a dans le chocolat noir, par exemple. Mais cet apport dans l'alimentation, il ne permet pas de répondre à tous les besoins en vitamine D. Puis vous avez aussi la vitamine D que vous allez synthétiser grâce à l'exposition au soleil. Mais le problème, c'est qu'en fait, on aura tendance à moins s'exposer au soleil, on n'a pas le droit, puis on se protège du soleil, donc on a tendance en fait à avoir une carence en vitamine D. Donc là, c'est aussi important de bien faire un point avec votre médecin, de doser cette vitamine D pour mettre en place une complémentation, si besoin, afin justement de favoriser finalement cette absorption du calcium. Le calcium, justement, il est apporté par les produits laitiers principalement, mais on va en trouver aussi dans les légumes. Et puis les produits laitiers, c'est le lait, c'est le yaourt, c'est tout ce qui est fromage blanc, le fromage. Donc ça, c'est important d'en avoir 2 fois par jour. Et puis aussi, ce qui est important, c'est les protéines, on en a parlé. 2 fois par jour, les viandes, les poissons, les œufs, et puis toutes les protéines qui sont présentes dans les légumineuses. L'hypercholestérolémie, c'est aussi finalement un effet secondaire qu'on peut retrouver de temps en temps en cas d'hormonothérapie. Elle s'explique comment cette hypercholestérolémie? Elle s'explique d'une part par le fait qu'on avait vu que les œstrogènes, ils vont avoir tendance à réguler le métabolisme des lipides. Concrètement, on va plutôt favoriser ce qu'on appelle le bon cholestérol quand on a des œstrogènes. Et puis du coup, quand on n'a plus d'œstrogènes, quand on va en fait les stopper, et du coup, on va avoir une augmentation du mauvais cholestérol. Puis l'autre chose, c'est que toutes ces hormones sexuelles, la testostérone ou du coup les œstrogènes, elles sont fabriquées à partir de cholestérol. Donc le cholestérol dans l'organisme, il va être une matière première pour fabriquer ces hormones. Et quand, du coup, on demande au corps de ne plus les fabriquer, ce cholestérol, il se retrouve pas utilisé, il reste dans le sang et peut entraîner une hypercholestérolémie. Alors, pour lutter contre l'hypercholestérolémie, si c'est un effet secondaire qu'on a, qu'est-ce qu'on met en place? Déjà, forcément, on limite les sources alimentaires de cholestérol, comme le beurre, la charcuterie, les peaux de poulet, les peaux de poisson grillés. On va aussi consommer des oméga 3. Alors, les oméga 3, ils sont excellents pour la santé. On les retrouve où? On va les retrouver dans toutes les huiles végétales, et particulièrement dans les huiles de noix, les huiles de colza, mais aussi dans les fruits oléagineux, les noix, les noisettes, les noix de cajou. Et puis, on va aussi augmenter sa consommation de fibres, parce que les fibres, elles vont venir séquestrer le cholestérol qui est en excès et elles vont avoir tendance à l'excréter. Donc, il ne restera plus dans le corps. Et les fibres, on les a dans tout ce qui est céréales complets, les pâtes, le riz complet, le pain complet. On va les avoir dans les légumineuses, dans les fruits, dans les légumes. Donc, ces aliments-là, ils vont être aussi clés pour baisser le taux de cholestérol. Et puis, on surveille son bilan biologique, comme je le disais, parce qu'il y a aussi des solutions médicamenteuses, mais ça, il faudra en parler avec votre médecin si vous avez un taux qui est trop significatif. Les troubles de l'humeur et les troubles de la mémoire. Alors, les troubles de l'humeur et de la mémoire, ils viennent d'une part toujours par ces carences en hormones, puisque ces hormones, ils vont réguler l'humeur et les fonctions cognitives. Du coup, parce qu'ils vont stimuler notamment la synthèse de sérotonine, qui est l'hormone qui apporte du bonheur. Et du coup, comme la sérotonine sera moins sécrétée, on pourra avoir des troubles de l'humeur. Et puis de plus, on va avoir en fait de la fatigue, notamment liée au traitement. La fatigue est aussi un effet secondaire de l'hormonothérapie, qui peut engendrer des insomnies, de l'anxiété et qui peut forcément en fait venir altérer toutes ces fonctions cognitives, c'est-à-dire la mémoire, la capacité à se concentrer, la capacité à raisonner. Alors, qu'est-ce qu'on fait par l'alimentation pour essayer de limiter cet effet secondaire? Déjà, en fait, on va consommer ces fameux oméga 3. Donc là, ils sont vraiment, si vous n'en consommez pas jusqu'à maintenant, il faut quand même en ajouter. Ça, c'est intéressant pour plein d'effets qu'on a vus précédemment. Déjà parce qu'ils sont anti-inflammatoires et parce qu'en fait, les oméga 3, donc ce sont des matières grasses, ce sont des lipides, ce qu'on appelle, qui sont présents dans le cerveau. Et du coup, dont on a besoin pour favoriser la santé cérébrale. Donc, il faut en apporter dans l'alimentation pour renouveler justement en fait ces lipides du cerveau et favoriser une bonne santé cérébrale. On va aussi consommer des antioxydants. Donc ça, c'est tous les légumes, tous les fruits qui sont colorés, toutes les baies, les tomates, les brocolis, et qui, eux, vont permettre de lutter contre le vieillissement cellulaire et d'assurer justement une bonne santé des cellules.
Les vitamines D, elles sont essentielles aussi. Pourquoi? Parce qu'elles contribuent justement à l'optimisation des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est finalement, en fait, tout ce qui fait le lien entre le cerveau et puis le métabolisme, les actions cellulaires. Donc, il faut une bonne communication. Et cette bonne communication, elle est favorisée par la consommation de vitamine B qu'on va retrouver dans les œufs, dans les poissons, dans les céréales complets, dans les légumineuses. Donc, ça va vraiment de pair en plus avec tout ce qu'on a recommandé jusqu'à maintenant. Enfin, le magnésium, il est intéressant notamment pour réguler l'humeur parce qu'il va limiter l'anxiété. Il est relaxant, donc on l'a dans les amandes, on l'a dans les épinards, dans le chocolat noir, mais aussi dans la complémentation avec le magnésium marin qui est assez intéressant aussi. Et enfin, les probiotiques. Alors, les probiotiques, on les retrouve basiquement dans le yaourt nature, dans les cornichons, le kéfir, dans tout ce qui est un peu fermenté. Les probiotiques, en fait, ils vont permettre de nourrir le microbiote qui est dans le gros intestin. Et ce microbiote, il y a quand même des études qui montrent qu'il est vraiment en lien avec finalement la santé cérébrale. Donc un bon microbiote va favoriser forcément finalement des moindres troubles cognitifs et une régulation aussi de l'humeur. Conclusion. Alors, on n'en a pas parlé jusque-là maintenant, mais c'est essentiel. C'est d'abord de mettre en place une activité physique quotidienne. C'est super important parce que ça va permettre finalement de lutter contre une potentielle prise de poids, de faire du bien aux articulations, d'éviter l'ostéoporose. Ça va faire baisser le taux de lipides dans le sang. Ça permet de se déstresser, ça valorise. Donc, une activité physique plus cette alimentation équilibrée, plus tous les nutriments dont on a parlé, quelque part, ils vont permettre d'atténuer les effets secondaires, en tout cas ceux dont on vient de parler ici. Et du coup, ces effets secondaires, en fait, étant un peu plus atténués, ça va contribuer à augmenter votre énergie. Et du coup, c'est vraiment un cercle vertueux qui se met en place, avec une santé physique qui est optimisée, et puis surtout un bien-être émotionnel qui va être aussi favorisé. Donc, je laisse la place à Delphine pour parler des soins de support ou d'autres solutions pour justement essayer de soulager ces effets secondaires. Donc, je ne vais pas revenir sur l'activité physique. Je pense que ça, c'est vraiment primordial. À partir du moment où on se sent tonique et bien dans son corps, eh ben, ça nous donne envie, je ne sais pas vous, mais de mieux manger, de se faire à manger. Et du coup, on se sent mieux et c'est le cercle vertueux qui se met en place. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et puis, le corps, il est fait pour être en mouvement. Le mouvement est vraiment très bon pour la santé. On a des articulations et elles sont faites pour être utilisées. À côté de ça, vous pouvez être aidé par la sophrologie, l'hypnose pour l'accompagnement à l'endormissement et à la gestion du stress. C'est des atouts, enfin des activités qui sont douces et qui permettent vraiment de se détendre. Avec des petits exercices qui peuvent être utilisés dans la journée à n'importe quand. Donc, on attend un rendez-vous, on est un peu stressé, et ben hop, on se connecte à soi, à sa respiration, et hop, ça vous détend et ça enlève un peu le stress. Et il y a aussi tous les soins énergétiques, la réflexologie, l'acupuncture, le reiki, qui en fait, eux, ils boostent l'énergie du corps avec tous les points d'acupression. Ça fait référence à la médecine chinoise et c'est quand même aujourd'hui très, alors je dirais en vogue, mais plus qu'en vogue, c'est qu'il y a réellement des atouts à ces soins énergétiques. Et ils permettent de réharmoniser le couple corps-esprit. Et donc, en fait, il dénoue les tensions, tant mentales que physiques. Donc ça, c'est tous des soins que nous, on propose dans les parcours gynéco. Voilà. Avec tout ça, je pense qu'on peut trouver des choses qui peuvent nous aider.